Bonsoir YouTube. Nous, on est sur notre deuxième vidéo sur le thème de Squid Games. Vous, c'est peut-être la première. En attendant, nous continuons. Nous avions regardé l'architecture un petit peu des escaliers de Squid Games. Et désormais, nous allons regarder une vidéo de quelqu'un qui s'appelle Gotabor. Ce qui m'a fait penser à Gotaga, ce qui a fait que, évidemment, j'ai regardé... Non, pas du tout. Pardon, excusez-moi, j'ai cassé ma fenêtre, excusez-moi. Voilà, le cercle vicieux de Squid Games. Voilà. Donc évidemment, ça m'a intrigué, vous le savez, adepte de la philosophie, de la réflexion, je me suis dit, mais de quoi veut-il parler ? J'ai donc été regarder son à propos et figurez-vous que, ça spécule. Voilà. D'accord ? Voilà. Ça m'a intrigué, je me suis dit qu'on allait regarder et puis voilà, on va un petit peu checker ce qu'on peut apprendre sur Squid Games encore. L'architecture, c'était exceptionnel. Est-ce qu'on arrivera encore à surpasser ça ? Mesdames et messieurs, le cercle vicieux de Squid Games, c'est maintenant sur vos écrans. Dans cette vidéo, on va analyser Squid Game sous un nouvel angle. On va voir qu'au-delà des 6 épreuves qui régissent le jeu et que vous connaissez tous, se trouve en réalité un autre jeu bien plus décisif, caché au cœur de l'aventure. Ah ! 7e jeu que je vais vous révéler aujourd'hui. Le jeu des 7 familles. Voilà, spoilé. Ciao ! Non. Mais c'est pas tout. En explorant ce jeu caché, on va non seulement comprendre la mécanique principale qui régit Squid Game, mais surtout, on va découvrir la meilleure stratégie à appliquer pour survivre à l'aventure. Oh ! Pour la saison 2, on va être prêt ! Si tu t'es déjà demandé quelle est la meilleure attitude à adopter pour maximiser tes chances dans tout environnement concurrentiel, que ce soit pour Squid Game ou la vraie vie, eh bien reste jusqu'au bout, car tu es au bon endroit. Sur ce, prépare-toi à mettre en application la théorie des jeux, à mener des réflexions philosophiques sur les comportements de la société, et enfin, à voir à quoi ressemble le monde selon Squid Game. Déjà, en vrai, le montage, il se casse les fesses. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est dynamique, y a plein d'éléments un peu partout. Voilà, moi, je vais pas vous mentir, généralement, la flemme. Hein. Généralement la flemme, ici on est d'abord avant tout sur la productivité avant de la beauté quoi, mais voilà, moi ça me plaît. Aujourd'hui, spéculation. Ah mais c'est pour ça spéculation. C'est pas collation. Je vous l'ai dit en espagnol parce que au cas où il y avait des espagnols sur le stream. Cette molécule, c'est la caféine, et perso, j'en consomme beaucoup. Ah oui, ça c'est la pub, voilà, bon. Achetez les produits qu'il présente, mais comme il sponsorise pas, achetez-les chez lui. Voilà. Je comprends pas pourquoi. Oh non, FR, OMG. OMD. Des courses de chevaux. Je fais un arrêt cardiaque. Que des animaux. Des chevaux dans une course. Voilà, ça c'est Squid Game, des ultra riches qui enferment des pauvres criblés de dettes dans une arène pour contempler leur lutte désespérée et parier sur celui qui s'en sortira le mieux. Rien qu'avec ça, on comprend le sens de lecture classique de la série. Squid Game est une allégorie des inégalités sociales dans notre société. Après, ça me fait aussi beaucoup penser aux batailles dans Django. Vous savez, il y a des... alors, je peux pas dire le mot sous peine d'être banni, mais il y avait des batailles de population de couleur noire et devant, et alors on voit Mr. Candy, là, regarder ça en rigolant. Et au final, c'est un peu ça, hein. On est au final dans une société qui n'a pas évolué, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'exagère un peu, mais... mais parfois, il y a des choses, je regarde et je me dis vraiment... c'est un peu... On a les gens pétés de thunes au-dessus, là, qui regardent les pauvres s'entretuer, qui sont là... C'est un peu comme ça que j'imagine Elon Musk à la télé, quand il regarde la télé. On a les VIP, à savoir les élites qui tirent les ficelles, les gardes, des sbires faisant respecter les règles sans se poser de questions, et enfin les candidats, dont l'aventure reflète cette lutte acharnée pour la survie individuelle dans un système capitaliste. Un système où l'espoir de réussir est brandi comme une promesse aux yeux de tous, mais où la réalité est bien différente. Il n'y a pas de place pour tout le monde, la méfiance prend vite le dessus sur la coopération, et même si tu arrives au bout, tu ne seras plus jamais le même. Mais tout va bien, puisque dans ce chaos, on vous promet une chose, l'équité entre tous les candidats. Yes ! La liberté, l'égalité, la fraternité, et ça fait plaisir.
Ici, les joueurs jouent à un jeu équitable et sont tous dans les mêmes conditions. Ces personnes souffraient d'inégalité ou de discrimination dans le monde. Nous leur offrons une dernière chance de se battre de manière juste et de gagner. Oui, dans cette nouvelle société, tout le monde a des chances égales. Chaque candidat a la même tenue numérotée, mange les mêmes repas, participe aux mêmes épreuves, et personne ne peut tricher face à ça, puisqu'aucun favoritisme n'est toléré. Sauf qu'évidemment, comme on va le voir durant toute la vidéo, cette prétendue équité est un mirage. Et J'en étais sûr, je l'ai toujours étant donné senti. que de base, comme dans la vraie vie, tout le monde ne joue pas avec les mêmes armes. Oui, dans cette société sans règles strictes, chacun décide en effet de ses propres limites, comportements, ce qui a tendance à créer un environnement assez chaotique. Et si on veut réellement comprendre ce qui se passe dans ce chaos, va d'abord falloir assimiler un concept de base qui régit les interactions sociales dans un environnement concurrentiel. Un concept inévitable quand on s'intéresse à la survie individuelle dans une société capitaliste. Le Monopoly, tout simplement. La bataille des pauvres entre pauvres pour que les riches puissent continuer à gagner plein d'argent. Et en plus, il y en a plein qui viennent qui sont addicts aux jeux d'argent. La théorie des jeux, c'est un concept qui tire ses fondements du livre Theory of Game and Economic Behavior, publié en 1944. Donc de base, cette théorie, elle n'est pas vraiment là pour analyser des jeux au sens classique du terme. Mais comme l'indique le nom du livre, son ambition initiale, c'est juste d'appliquer des modèles mathématiques au monde de l'économie. Tous les acteurs économiques sont alors vus comme des entités confrontées à des choix dont l'influence aura des conséquences observables. Typiquement, si comme dans notre exemple, on étudie la décision de maintenir ou de baisser ses prix pour deux opérateurs téléphoniques, notre objectif sera d'étudier l'impact des décisions prises, afin de comprendre les mécaniques globales du marché, et donc l'intérêt qu'on aurait à prendre une décision plutôt qu'une autre. Déjà, Orange, ils augmentent tout le temps leur prix, ok. Ça, je sais, ok. SFR, je sais pas, parce que ça n'existe pas en Belgique, mais Orange, je peux vous le dire... Et comme vous le voyez, on présente les résultats obtenus dans une matrice qui en l'occurrence ici nous permet de comprendre pourquoi avant l'arrivée de Free sur le marché, aucun opérateur n'avait intérêt à bouger ses prix tant que l'autre ne les bougeait pas. Une dynamique qui va bien sûr se retrouver complètement bouleversée une fois qu'un nouvel agent arrive dans le jeu avec des prix cassés. Bref, tout ça pour dire qu'en théorie... Et c'est pas toujours vrai, hein, parce que je peux vous le dire que nous, ça fait tous les 5 ans qu'un nouvel opérateur arrive sur le marché, soi-disant pour casser les prix, et jamais ça ne casse les prix. Hein. Voilà, parce qu'en Belgique, nous, il faut savoir qu'on paye les opérateurs télécoms les plus chers d'Europe, mais à part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, ces théories sont totalement fondées. Non, j'ai tout raté, je viens de revenir. Pourquoi ça parle de Orange ? Parce que nous regardons le cercle vicieux de Squid Games, et donc nous analysons le capitalisme. Des jeux, on a ne t'inquiète pas, des t'as rien agents raté. Qui interagissent entre eux et qui font face à des choix dont les outcomes auront un impact sur les autres agents. L'objectif étant alors de rationaliser notre situation pour comprendre comment faire le choix qui maximise nos gains en sortie. Voilà ce qu'on appelle un jeu en théorie des jeux. Vous comprenez ainsi que ce type de modèle, de par sa simplicité apparente, est étendable à plein de domaines différents. Notre cadre ne se limite donc pas à l'économie, mais bien à toute situation où des agents s'affectent les uns les autres par leurs actions. Or dans Squid Game, on a justement affaire à 456 agents interdépendants, dont les décisions hors des jeux et dans les jeux auront une influence sur ce qui va se passer. Et mieux encore, il se trouve que parmi les outils d'analyse que propose la théorie des jeux, il y en a un qui est tout indiqué pour notre situation. Parce que la théorie des jeux, c'est très bien, mais si c'est seulement économique, ça me paraît un peu faible. Alors, c'est un angle très intéressant, hein, je ne dis pas, mais pour le moment, ça me paraît un peu faible, quoi. C'est, ok, on a une théorie économique qui peut expliquer voilà, des choses sur le marché, et encore, le problème avec les théories économiques, c'est que souvent, il y a beaucoup d'exceptions, mais alors, est-ce que ça pourra expliquer un petit peu... j'ai hâte. Donc prépare-toi à prendre la bonne décision et laisse-moi te poser le fameux dilemme du prisonnier. Oh ! Commence par imaginer deux individus A et B armés sur le lieu d'un braquage par exemple. La police les arrête et les sépare alors chacun dans une pièce différente pour leur faire la même proposition. Ah oui ! Ils peuvent soit décider de ne pas balancer, un choix coopératif vis-à-vis de l'autre prisonnier, soit décider de trahir l'autre en parlant à la police. Et chaque choix a bien sûr des conséquences connues au préalable par chacun des prisonniers. C'est-à-dire que si A trahit alors que B reste silencieux, le traître s'en sort sans prison, mais l'autre prend 10 ans ferme. Et de manière symétrique, si A protège pendant que B balance, c'est la situation inverse.
Puis enfin, si les deux se dénoncent mutuellement, ils écoperont tous deux de 5 ans de prison, et à contrario, si aucun ne parle, ils auront tous les deux une peine minimale de 1 an pour complicité. Et c'est alors en voyant cette matrice finale que tu comprends très bien où se situe le dilemme. Même si la protection mutuelle est la meilleure option pour le groupe, puisqu'elle fait juste perdre 1 an de liberté aux deux, et bien individuellement, trahir semble être le meilleur choix. Puisque trahir, c'est 0 année au mieux et 5 ans au pire, donc 2,5 ans en moyenne, alors que se taire, c'est 1 an au mieux ou 10 ans au pire, donc 5,5 ans en moyenne. Voilà pourquoi dans ce dilemme, ne sachant pas ce que va faire l'adversaire, la trahison est ma stratégie dominante, compte tenu de ce que je sais. C'est celle vers laquelle je devrais rationnellement me tourner, comme si c'était plus intelligent de faire le choix égoïste. Voilà. Mais, est-ce qu'on va arriver au mais? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un mais? Bref, cette expérience de pensée, elle ne paraît rien comme ça, mais elle est à l'origine d'énormément de travaux servant de base pour l'étude scientifique des lois morales et des comportements sociaux. Et ça tombe bien, parce qu'on va nous aussi l'utiliser pour analyser Squid Game. Si je résume à ce stade, on a donc un cadre d'étude, et on a compris ce qu'on entendait par jeu en théorie des jeux. Il est donc l'heure de révéler ce fameux jeu caché dans Squid Game. Enfin, on entre dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que c'est que le jeu caché? Si jusqu'ici tu te dis que le dilemme du prisonnier ça ne représente rien de concret, que c'est juste une situation hyper spécifique qui évoque rien en soi, bah je suis d'accord avec toi. Mais s'il est si populaire, c'est parce que c'est un modèle d'interaction qu'on peut utiliser dans plein de situations bien concrètes. C'est-à-dire que dès qu'il y a de la coopération et de la compétition, le dilemme du prisonnier pointe le bout de son nez. C'est vrai d'ailleurs, je me permets, mais des jeux qui présentent des vrais dilemmes, je trouve que ça fait un moment qu'on n'en a pas vu. Il y avait une mode à un moment donné, genre avec les Life is Strange, etc., des jeux où on avait des vrais dilemmes à faire, tuer quelqu'un, gagner 100, Until Dawn, etc. Et puis, depuis, maintenant, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Et moi, je serais pas contre des vrais jeux où tu dois avoir des dilemmes de fou furieux, où vraiment tu perds un personnage que t'aimais et tout. Bon, Baldur's Gate, tu peux, mais disons que c'est un peu... Ça dépend de la manière dont tu joues, quoi. Or, dans Squid Game, tous les candidats ne sont rien de plus que des prisonniers d'un même jeu, au sein duquel plein de petits dilemmes se déroulent à chaque instant. Puisque chaque joueur doit sans cesse décider s'il veut coopérer avec les autres pour augmenter ses chances à long terme, ou trahir pour maximiser ses chances de survie individuelle à certains moments clés. Mais le truc, c'est que chaque candidat est bien différent. Ils ont tous une histoire, un tempérament, et pour notre étude comportementale, on doit prendre en compte ce paramètre. Ainsi, on pourrait classer tous les candidats sur un spectre, du plus enclin à la trahison au plus coopératif, pour simuler les mécaniques qui interviennent quand tous ces acteurs sont réunis. Mais ce serait trop complexe. On va donc aller à l'essentiel et simplement distinguer 2 types de candidats. 2 profils qu'on va faire interagir entre eux comme les gentils versus les méchants, afin de montrer que dans Squid Game, tout comme dans la vie, il y a une certaine dynamique qui nous mènera inévitablement vers ce qu'on peut appeler un cercle vicieux. Vous allez comprendre où je veux en venir très bientôt. On a hâte. Et franchement, on est à la moitié de la vidéo, il arrête pas de teaser. J'ai juste envie de... Voilà. Pour le comprendre, faut qu'on commence par présenter le premier. J'ai envie de comprendre d'air, quoi. Le joueur intègre, celui qui a un sens moral jugé comme bon. L'exemple typique, c'est un candidat comme Ali, parfaitement altruiste dans chaque situation, voire même beaucoup trop, pour survivre à un jeu comme Squid Game. Mais bien sûr, il n'y a pas que lui dans cette catégorie. On y retrouve en réalité la majorité des joueurs ils sont qui, tous dans morts, ce nouvel environnement, jugent d'abord qu'il faut rester intègre pour survivre longtemps. Quand les lumières s'éteindront, si tu te sens en danger, viens nous rejoindre. On se regroupera tous ici. N'hésite pas. Et ces joueurs intègres, si on devait définir leur fonction d'utilité, à savoir la valeur qu'ils donnent à chaque situation dans des confrontations avec les autres joueurs, eh bien on estime que le maximum de leur fonction d'utilité serait la coopération mutuelle, car ils sont intègres après tout, puis qu'ensuite ils valoriseraient une trahison de leur part pendant que l'autre coopère, parce que c'est quand même leur vie qui est en jeu, et enfin on retrouverait la double trahison, qui n'est pas confortable, mais qui est préférable au pire scénario, celui où je crois avoir un allié qui est en fait un traître amoral. Et oui, les valeurs de cette fonction sont allées... Il y a beaucoup de statistiques, Voilà là. Je m'y attendais pas, attention, là je concentre mon cerveau, il va peut-être fumer. Ne vous inquiétez pas si ça arrive. Mais leur but c'est juste de chiffrer la façon dont on estime qu'un Clément joueur n'en peut déjà plus. Les résultats d'un jeu. De la même manière, les concepts trahir et coopérer sont volontairement généraux, mais on voit bien comment à chaque fois dans Squid Game, ce sont des actes de coopération et de trahison qui font avancer les joueurs et le jeu.
Toujours est-il que si on faisait interagir 2 joueurs intègres avec la fonction supposée, eh bien on obtiendrait la matrice suivante. Une matrice dans laquelle on voit qu'il n'y a pas vraiment de stratégie dominante, puisqu'en coopérant, notre joueur intègre aura +4 ou +1 selon que l'autre joueur le trahisse, et s'il décide de lui trahir, eh bien il aura +3 ou +2, donc 2,5 en moyenne dans les 2 cas. Mais le cas de figure le plus gagnant reste tout de même celui où les 2 joueurs coopèrent. Bah oui, on peut évidemment. donc supposer que nos joueurs intègres miseront sur la coopération. Mais ça, c'est seulement basé sur leurs propres sentiments et pas sur éventuellement la logique qu'ils pourraient avoir à coopérer encore. On est d'accord, hein. C'est vraiment juste sur leurs propres sentiments. Donc ils ont plus de bénéfices parce que eux se sentiront mieux s'ils peuvent coopérer. Mais je pense qu'il y a des gens qui rationnellement veulent coopérer. C'est pas juste qu'ils se sentent mal s'ils coopèrent pas. Mais bon, bref. Ce qui fait sens. Passons. Mais on n'oublie pas que Je ce n'est comprends pas le leur délire. stratégie dominante et que trahir reste tentant pour eux. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En attendant, rien qu'avec les joueurs intègres, on a certes un équilibre coopératif, mais qui est relativement bancal. Et on n'a toujours pas introduit le deuxième type de joueurs, les joueurs sournois. Pour les décrire, l'exemple de Sang-woo est le plus parlant, puisque c'est un joueur qui révèle son côté sournois de manière crescendo au fur et à mesure que le jeu avance. Il commence en effet de manière coopérative, en aidant son ami Ji-hoon au jeu du 1, 2, 3 soleil, et Avant en de rejoignant tous une les alliance qui carottes. lui permettra de survivre à la nuit sanglante. Carottes, concombres et maïs. Entre-temps, il opère déjà à une première trahison silencieuse au jeu du Dalgona, en décidant de ne pas partager à ses alliés ce qu'il avait deviné du jeu. Séparons-nous comme Sang-woo le préconise alors. Je suis d'accord. On fait comme Sang-woo a dit. On se sépare. Et on verra comment ça se passe. Et après, son Quel gros visage bâtard, sournois quand même. se révèle petit C'est quand même un gros bastard, hein, si je puis me permettre. J'avais oublié ce bâtard. à petit. J'aurais dû Avec revoir d'abord la sa saison fameuse 1 pour voir la trahison saison 2. envers Ali au jeu des billes, puis avec l'acte lâche qu'il commet envers celui qui les avait pourtant aidés au jeu des vitres, pour finir par sombrer complètement dans la trahison avec le meurtre de Sae-biok juste avant l'épreuve finale. Enfin, on voit bien que Sang-woo est un joueur orienté trahison depuis le début, mais que stratégiquement, il ne le révélera que tard dans le jeu, quand il estime que les alliances n'ont plus rien à lui apporter. De toute façon, le jeu C'est un en soi, opportuniste. tel qu'il est pensé, nous amène C'est, on appelle ça la technique valse. La technique Manu Valls. À pas confondre avec la technique Manu Mac, qui, elle, consiste à simplement nier la vérité. Voilà. Et présenter une réalité alternative. Voilà. C'est pas du tout la même chose. à Ne confondez coopérer pas. de manière forcée, comme avec le tir à la corde, ou parfois au contraire, il nous oblige presque à privilégier la trahison si on veut aller plus loin, comme avec l'épreuve des billes. Bref, au regard de ça, pour la fonction d'utilité des joueurs sournois, on va tout simplement inverser les 2 premières valeurs de celles des joueurs intègres. Car ça fait sens de dire que ces joueurs sournois préfèrent trahir pendant que l'autre coopère, mais qu'ils accordent tout de même de l'importance à la double coopération, tant elle est essentielle. Ouais, au c'est vrai, début c'est du vrai. jeu. Je suis d'accord avec Et ça. cette simple inversion, dans la fonction d'utilité du joueur sournois, elle ne paraît rien, mais quand on modélise l'opposition entre un joueur sournois et un joueur intègre, on voit bien qu'elle change absolument tout. D'après le philosophe Ibn Khaldoun, très connu dans le monde arabe, c'est vrai qu'il est très connu, je le connais moi-même. Enfin, et là, je suis premier Doug. Pour une fois, je suis premier Doug. Je connais le nom. Et surtout, la phrase que tu dis, dit « L'humain est égoïste par naissance et sociable par nécessité ». Et moi, je reste persuadé que c'est faux. Mais ça, c'est ma conviction personnelle. Je pense qu'au contraire, l'humain, en fait, est sociable par naissance, mais on lui apprend à devenir égoïste par nécessité. Parce qu'en fait, il y a des situations où si t'es que tout le temps dans le partage, bah en fait, tu vas crever, quoi. Et Squid Game, c'est exactement ça. Parce qu'au final, voilà, on discute, mais si t'as beau vouloir coopérer au maximum, s'il y a un jeu où t'es 2 et il y en a qu'un seul qui peut gagner, bah tu pourras pas, quoi. Si j'ai un feu et du steak, je ne prendrai pas la peine de te donner mon steak. Ouais, mais c'est ça, voilà, c'est toujours la même chose, c'est dans les dilemmes, en fait. Mais moi, je pense que la phrase, en réalité, moi, je pense qu'elle est plus correcte inversée. Même si je sais qu'effectivement, ce philosophe a dit ça, mais pour le coup, je ne suis pas dans la même lignée que lui. Puisque cette fois-ci, Je ne mange pas de ce pain-là, apparaît moi. comme une stratégie dominante pour le joueur sournois, puisqu'elle lui offre soit 4, soit 2, à savoir 3 en moyenne, et ce, contre seulement 3 ou 1, donc 2 en moyenne pour la coopération. Ok, tout ça, c'est bien beau, on a 7... Retenez bien parce que ça pourrait être important, hein, pour Among Us. Pour les parties d'Among Us ou tout autre jeu du style. matrices, on a celle qu'on a Retenez établie bien ce qui se passe jusqu'avant, là, hein. Mais qu'est-ce que je veux montrer Si vous voulez avec win. tout ça ?
Bah mon but, c'est juste d'essayer de rationaliser tout ce qu'on voit. C'est de comprendre qu'avec uniquement des joueurs intègres, on pouvait s'attendre à un environnement coopératif pas loin de basculer vers la trahison, mais qu'alors en ajoutant les joueurs sournois, on vient forcément briser cet équilibre pour inévitablement tendre vers quelque chose de plus chaotique. Un chaos favorisant les joueurs sournois, qui ont une fonction d'utilité alignée avec la survie individuelle à tout prix, et un chaos qui, pour les joueurs intègres, les force soit à s'adapter à cette nouvelle norme, soit à être éliminés. D'où l'idée que j'avais évoquée d'un cercle vicieux auquel on ne pourra pas échapper. En fait, l'humain est égoïste par naissance et sociable par nécessité. C'est ce qui représente très bien d'ailleurs le personnage dont il parlait là, l'espèce d'intellectuel qui a fait faillite et qui se retrouve justement à la toute fin contre le personnage principal. Je ne sais plus son nom, mais c'est vraiment sa vision à lui par contre. Il est sociable par nécessité, mais dès que ça part en vrille, il est égoïste. Et après, bien sûr, on est d'accord. Hein. Voilà, parfois pour survivre, il faut être égoïste. Mais quand même. Alors j'ai une hypothèse. Imaginons un bébé qui n'a pas eu d'éducation, qui pleurerait juste pour avoir à manger si on ne l'éduque pas pour une expérience, pour voir ce que donnerait un humain sauvage. Je suis certain qu'au début, il comprendrait juste pleure, mordre, gratter, égale manger. Ah, c'est possible, hein. C'est possible. Hein. Il y a eu des expériences du style absolument ignobles. Mais on va pas rentrer dans les détails de celle-ci aujourd'hui. Surtout qu'en plus, il y a eu aussi des enfants sauvages. Le dernier en Europe, c'était, si je dis pas de bêtises, au 19e siècle. Donc les enfants sauvages, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des enfants qui étaient abandonnés dans la nature et qui ont grandi dans la nature et survécu surtout. Mais c'est vrai qu'il faudrait approfondir parce que je me souviens plus très bien du sujet. Ça fait longtemps, c'était il y a très longtemps que je les ai appris et tout. Mais c'est pas si simple en fait. En fait, c'est vraiment pas si simple parce qu'en plus, tu vois, les enfants sauvages, par exemple, ils sont confrontés aux animaux, donc c'est pas la même chose d'être confronté à des animaux que d'être confronté à des semblables, des humains. Et pour ce qui est des bébés, en fait, le problème d'un bébé aussi, c'est qu'il est égoïste, mais c'est parce qu'aussi, il ne sait rien faire d'autre. Un bébé est totalement dépendant de ses parents. Et je pense que c'est une notion qui est aussi totalement différente parce que est-ce que c'est pas la dépendance qui rend égoïste et à l'inverse l'indépendance qui rend justement sociable. Voilà. Et j'ai envie de te dire, le roi aveugle, est-ce qu'on ne peut pas même aller plus loin dans la pensée en disant justement que c'est pour ça que les personnes qui tombent sous le joug du fascisme et de la dictature, finalement, enfin, on va dire les collaborateurs de ces régimes-là, est-ce que finalement ils ne le font pas parce qu'ils n'ont jamais grandi et ils n'ont jamais dépassé ce stade de « je suis dépendant de quelqu'un » et donc ils préfèrent être dans un système et dépendant de ce système plutôt qu'à l'inverse, à contrario, ceux qui sont plutôt pour de la liberté et contre ces systèmes qui, eux, en fait, ont dépassé ce stade, ne sont plus dépendants de quelque chose et se disent, en fait, le mieux, c'est d'être tous indépendants et de s'accepter avec nos différences parce qu'on sera plus fort. Bon, dites-moi en commentaire si j'ai été trop loin pour YouTube. Squid Game est un jeu vicieux auquel on... Et vous inquiétez pas, le chat me le dira, sinon. Et avec du recul, bien sûr que même sans modélisation, ces résultats étaient prévisibles. On peut même aller plus loin en disant que c'est tout à fait légitime d'adopter le comportement des joueurs sournois. Puisqu'après tout, dans Squid Game, c'est ta vie qui est en jeu. Donc si ça peut te permettre de survivre, trahir est parfaitement compréhensible. La réalité, c'est que tu as tué un innocent. Ressaisis-toi un peu. Je te rappelle juste qu'on va devoir tuer tout le monde ici. Par contre, je suis désolé, mais c'est rare que je dise ça, hein. Mais les voix en coréen sont meilleures. Mais je crois que c'est parce que je me suis habitué au coréen aussi. Au début, quand je regardais du coréen, je sais pas pour vous, mais moi, c'était très compliqué. Je trouvais qu'ils surjouaient comme ça. J'avais vraiment cette impression qu'ils surjouaient. Et en fait, maintenant que je me suis habitué, je me rends compte qu'en fait, ils sont plus expressifs, mais c'est dans les comment dire, dans l'expressivité vocale, voilà. Nous, je crois qu'on est peut-être plus expressif, peut-être dans le visage ou je sais pas quoi. Eux, ça passe beaucoup. Le coréen, j'ai l'impression que ça crie pas mal, quoi, en fait, hein, finalement. C'est une langue qui crie pas mal. Pour partir avec la récompense, tu devrais plutôt m'être reconnaissant d'avoir fait le sale boulot pour toi. Ils aiment bien s'engueuler en coréen. Tous les joueurs qui sont dans ce jeu, ils ont voulu de leur plein gré y revenir. Et s'ils sont revenus, c'est pour gagner. Donc en faisant ça, ils ont d'une certaine manière déjà accepté la mort de tous les autres candidats. Et en partant de ce constat, est-ce que la manière dont ces autres candidats meurent a finalement tant d'importance ? Bah justement, il est l'heure d'élargir le débat en se questionnant sur le comportement humain dans une société où la morale s'effondre.
Et ce afin de répondre à la vraie question importante dans Squid Game. Qui va gagner? Ah non, pardon, c'est pas ça. Quand on s'intéresse aux personnages des gardes dans Squid Game, on réalise que l'aventure qu'ils vivent est bien différente de celle des joueurs. Eux sont dépersonnifiés, masqués, ils doivent suivre des règles strictes et ont des missions bien précises à effectuer, mais une fois ces tâches accomplies, ils n'ont pas de grand dortoir commun où faire leur vie. D'ailleurs, dans la saison 2, ils creusent beaucoup ça et moi, ça me plaît. Voilà, je vous le dis, ça c'est un des aspects qui me plaît dans la saison 2, c'est qu'en fait, c'est un peu le making-of finalement de tout le jeu, quoi. C'est comment est-ce qu'ils l'ont élaboré, comment est-ce qu'ils l'ont créé et tout, et moi j'aime bien ça. Ils rentrent chacun dans leur studio individuel et n'ont aucune interaction avec les autres gardes. Un cadre qui garantit leur bonne conduite et empêche toute sortie de route par rapport à ce que les maîtres du jeu attendent d'eux. Et on comprend bien que si on appliquait le cadre des gardes aux candidats, on évincerait toute la dimension qui induit les aspects sociaux et stratégiques qu'on vient de mettre en lumière. Oui, dans cette situation, l'aventure des candidats serait bien différente. Squid Game se jouerait uniquement au niveau des épreuves, donc exclusivement sur de la chance et des skills. Ce constat, il permet de réaliser l'importance de l'environnement proposé aux acteurs d'un jeu. Typiquement ici, pendant que le cadre des uns est donc strict et réglementé, celui des autres est d'apparence volontairement beaucoup plus libre. Puisque dans cette mini-société qu'est celle de Squid Game, il n'y a que 3 règles à respecter, qui sont toutes très simples et qui ne fixent pas de limites claires. C'est tout? Y a que ça? Mais alors s'il n'y a pas de règles, c'est que c'est aux joueurs de faire leurs propres règles. Et dans cette situation, la plupart des joueurs, déboussolés, continueront de simplement vivre selon le code moral du monde extérieur. Pendant que d'autres, conscients de ce qu'implique le manque de loi, tireront avantage de cet effondrement des règles sociales et adapteront leur conduite, en choisissant par exemple de tuer leurs adversaires pour augmenter leurs chances. Et c'est justement cette divergence des comportements qui est à la source du déséquilibre qu'on a mis en évidence. Bref, maintenant qu'on a compris... Ça se complexifie, ça se complexifie. Je vous jure, je suis toujours moi. Moi, je suis toujours in. Vous êtes toujours in? Parce que moi, je suis toujours in. Du problème auquel sont confrontés les candidats, pour trouver des réponses à notre question, on peut commencer par se demander ce que pensent les philosophes de cette situation. Les philosophes, ils pensent qu'il faut casser la gueule au plus fort, là, au connard. On lui casse la gueule, on lui casse les genoux, boum, minute 1, et puis voilà, et puis y a plus de problème. Tout le monde coopère et c'est win. Où l'absence et de tout le monde gagne. morale partagée plonge les individus dans une sorte de zone grise, un espace ambigu où chacun est face à lui-même pour décider du comportement qu'il va adopter. Dans cette situation, pour Thomas Hobbes et son ouvrage Le Léviathan, les hommes se retrouvent alors dans un état de guerre de tous contre tous. Et selon lui, sans structure pour réguler les comportements, les individus adoptent alors des stratégies de méfiance et de rivalité, parce qu'ils ne peuvent plus compter sur les autres pour coopérer ou respecter des normes de conduite. Maintenant, si on regardait du côté de Nietzsche, il nous encouragerait probablement à faire abstraction de tout ça, et à simplement exercer notre volonté de puissance dans ce chaos. Ce serait alors à chaque individu de trouver la force en lui pour s'imposer, de forger ses propres valeurs et sa propre morale pour naviguer dans ce monde sans repères. Puis finalement, Jean-Paul Sartre, quant à lui, rappellerait sans doute que même dans l'absence de règles, chacun doit porter la responsabilité de ses choix, et que les décisions qu'on va prendre reflètent les valeurs que l'on souhaite incarner. Ce sont tes choix qui définissent qui tu es. Préférerais-tu alors trahir tes valeurs pour survivre comme Sangu, ou plutôt rester intègre, quitte à mourir avec les honneurs comme Ali? Moi, avec la philosophie, j'ai un principe très simple, c'est que tout le monde a un peu raison. Comme ça, j'ai un autre principe aussi, c'est seulement Socrate a raison, parce que c'était le premier et qu'il a dit tout le monde a tort, donc voilà. Mais on va plutôt se focaliser sur ces trois-là. Après, moi je trouve que ces 3 visions sont assez, en fait... sont très pessimistes en réalité. Hein. Ces 3 visions sont assez pessimistes, parce qu'il n'y en a aucune qui prend en considération qu'en fait, tout le monde va se dire, alors qu'il n'y a pas d'ordre, qu'il n'y a pas de règles, tout le monde va... Il y a aucune de ces propositions qui dit qu'en fait, par exemple, on va exiler les personnes qui sont problématiques et en fait se rassembler entre personnes qui veulent coopérer pour essayer d'améliorer notre condition. Et pourtant, c'est ce qu'a fait l'humain, je veux dire, littéralement. L'humain, il s'est rassemblé entre personnes de base, tribus qui s'entendaient bien, parce que, en fait, c'était 10 fois mieux de vivre ensemble, même si, alors, il y a des règles et tu fais pas tout ce que tu veux, c'est 10 fois plus efficace de vivre ensemble que de vivre solo, quoi. On n'est pas des écureuils dans la nature, quoi. Du coup, voilà.
Ou bien on agit en mode World War Z contre les gardes. Ouais, on peut aussi, hein. On peut aussi tous les buter et puis... Non, mais c'est vrai que en fait... Ouais, je sais pas. Après, moi c'est la conviction que j'ai de ce que j'ai vu en histoire. J'ai vraiment l'impression que le fait d'être égoïste, ça ne marche que si tu n'es pas dévoilé, en fait. Si les gens savent pas que t'es un connard... Bah oui, tu peux être un connard alors en fait. Parce que les gens le remarquent pas, parce que tu te trouves... C'est un peu comme dans Among Us, l'assassin. Si personne sait qui est l'assassin, bah il pourra assassiner autant qu'il veut tant qu'il se fait pas repérer. Parce que personne sera là pour dire c'est sa faute en fait. Et je pense que c'est ça le vrai problème, même encore aujourd'hui de nos sociétés, c'est qu'on a beaucoup de mal à repérer les éléments qui sont réellement des saboteurs quoi. Les traîtres finalement. Enfin, tout ça pour dire que les meilleurs comportements c'est pas des vrais traîtres, hein, dans un cadre sans règles sociales restent un c'est sujet juste des gens qui fonctionnent différemment. Mais en revenant cette fois-ci au côté plus pratique du dilemme du prisonnier, eh bien il semble que dans un tel environnement où les comportements des uns influencent directement celui des autres, la posture la plus judicieuse à adopter pour survivre soit celle du juste milieu. Un peu comme avec la stratégie donnant-donnant dans un dilemme du prisonnier itéré. Ouh! Donnant-donnant, dilemme itéré. Quoi? Oui, je ne vous ai pas tout dit sur ce sujet. C'est-à-dire que toute la réflexion qu'on a menée sur ces dilemmes, elle était basée sur un modèle à 2 joueurs pour une décision unique. Mais la réalité de Squid Game, de la vie en général, est bien plus complexe. Déjà, il n'y a pas que 2 agents qui entrent en jeu, il y a plein de joueurs en interaction. Et surtout, des opportunités de trahir ou coopérer, on en a une multitude en série, et chacune des décisions prises aura une répercussion pour la suite. Faire un choix impacte mon futur, mais aussi la manière dont les autres me voient. Tu comprends alors que l'aspect répétabilité de l'expérience est essentiel à prendre en compte. Or, justement, l'idée de tester la stratégie idéale dans des dilemmes du prisonnier itéré a déjà été réalisée, et c'est selon moi cette expérience qui donne les leçons les plus intéressantes. C'est-à-dire qu'en 1981, je sais qu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Robert Alexrod a organisé une sorte de tournoi où s'opposeraient toutes les stratégies possibles dans le cas d'un dilemme du prisonnier itéré. Il a alors demandé à la communauté scientifique de lui soumettre toutes sortes de stratégies variées à tester, afin qu'il puisse les simuler par ordinateur, dans le but de voir la stratégie qui l'emporterait sur un grand nombre de tests. Dans les stratégies proposées, on retrouvait par exemple la stratégie gentille, qui consiste à coopérer à chaque itération, la stratégie méchante, qui elle consiste à trahir à chaque fois, la stratégie rancunière, qui consiste à coopérer par défaut mais ne faire plus que trahir une fois qu'on m'a trahi. Il y avait plein de stratégies, même là aléatoires, mais parmi toutes celles proposées, celle qui donna les meilleurs résultats fut la stratégie donnant-donnant, qui tout simplement consiste à commencer par coopérer, puis à continuer en faisant systématiquement le même choix que celui de mon adversaire au tour précédent. Une stratégie assez neutre moralement donc, entre la gentille et la rancunière on peut dire, mais une stratégie qui semble plutôt juste, qui est basée sur l'optimisme et qui accorde même le pardon. Voilà ce qu'on entendait par une approche équilibrée donnant-donnant. Il faudrait donc instaurer une initiative de coopération dans ses comportements de prime abord, mais rester prudent dans des cadres incertains et ne pas hésiter à riposter si on est trahi. Je pense à un truc. Pourquoi on marche pas ensemble ? On pourrait former une équipe solide de copains comme à l'armée. Oui, avec du recul, si quelqu'un incarne bien cette stratégie du donnant-donnant, c'est le gagnant de Squid Game. Et en fait, c'est marrant, mais juste parce qu'il a parlé de l'armée, mais on se rend pas compte. Mais en Corée, ils passent tous par l'armée, il y a encore le service militaire. Nous, dans le pays, il y est plus. Donc, c'est quelque chose, c'est des références qu'ils font pendant la série, souvent, mais que ici, on peut avoir du mal à percevoir parce que du coup, bah forcément... on comprend pas très bien les dynamiques qui se créent, on comprend pas très bien ce que ça signifie le service militaire et les liens qui peuvent se créer. Et donc, c'est des choses qui nous parlent sans nous parler, quoi, on va dire. Maintenant, son truc du donnant-donnant, je crois que j'avais vu un gars, justement, qui en parlait et qui disait qu'effectivement, c'était la meilleure stratégie parce que, en fait, le donnant-donnant, ça permet aussi d'expulser ceux qui vont que trahir. Parce que du coup, en fait, si tu changes, que tu coopères, mais qu'au moment où tu te fais trahir, tu le trahis aussi, la fois d'après, bah en fait, s'il va se tourner vers quelqu'un d'autre et qui va lui faire le même coup et qui fait aussi du donnant-donnant, à la fin, il va se retrouver isolé et éjecté. Et je sais plus où j'avais vu ça. C'était une vidéo et je l'ai perdu, merde. Ça sert à ça, ces streams aussi. Hein. Certes, ne plus perdre les vidéos. Avec les joueurs intègres, mais qui, comme on l'a vu, a tout de même ses phases plus fourbes où il n'hésitera pas à trahir.
C'est-à-dire que Ji-hoon, sa stratégie par défaut, c'est clairement la coopération. Il n'est jamais vraiment individualiste dans ses attitudes et il cherche à intégrer tout le monde. Mais pour autant, il n'hésitera pas à trahir Oh Il-nam au jeu des billes quand ça devient une question de vie ou de mort, et de la même manière, c'est lui qui, à l'aube de l'épreuve finale, fait du pur donnant-donnant, en proposant à Sae-biok de s'allier avec lui contre Sang-woo, suite à sa déception vis-à-vis de ce dernier. Faisons équipe tous les deux. Pour le prochain jeu. Ça y est, on arrive au bout de cette tentative pour lier Squid Oh là Game là. à la théorie des jeux. Eh, mon cerveau, il a C'est pas fumé, hein. facile, mais j'ai tenté quelque Ah chose oui. parce que je voulais vraiment parler de cette expérience du Ah ouais, dilemme ça. du prisonnier itéré, qui, bien qu'elle ait vite ses limites, donne, je trouve, des leçons assez intéressantes et applicables dans la vie en général pour toutes nos interactions. Et surtout, je trouve ça très intéressant de voir que là où ce que semblait montrer la version non itérée du dilemme, c'est que la stratégie égoïste où on privilégie nos intérêts est optimale, eh bien au contraire, ce qu'a constaté Robert Axelrod pour la version itérée, c'est que ce sont les stratégies coopératives qui sont finalement plus bénéfiques sur le long terme que les stratégies égoïstes. Et de manière La gauche gagne sur la droite, voilà ce qu'il a dit. Non, je... générale, il tirera également comme constat que rigole, les je rigole. meilleures approches doivent Humour, combiner humour. 4 points communs. Il ne faut pas être le premier à trahir, il faut réagir au comportement de l'autre joueur, il ne faut pas chercher systématiquement à le battre, et il faut éviter les stratégies trop complexes. Bref, pour réussir dans la vie, il faut être gentil, pas jaloux, réactif, et ne pas jouer au plus malin. La conclusion, il y avait donc une conclusion. Alors oui, c'est bien beau la stratégie donnant-donnant, mais ça ne vous garantira pas de gagner Squid Game, puisqu'évidemment, si vous n'avez pas de skills et surtout de chance sur les épreuves, vous serez de toute façon éliminé. Et justement, à la base, je voulais faire une vidéo où j'analyse la science derrière la réussite de ces épreuves, mais ça m'a saoulé donc j'ai vite abandonné. Malgré tout, si on devait donner un tips général pour augmenter ses chances Ça aurait dans les été stylé, épreuves, en vrai. ce serait probablement toujours cette idée d'exploiter l'absence de règles strictes pour se créer ses propres règles finalement. C'est-à-dire que ceux qui s'en sortent le mieux dans ces jeux, c'est souvent ceux qui improvisent des stratégies intelligentes, certes non prohibées, mais vers lesquelles personne ne va t'orienter si t'y penses pas. Typiquement dans l'épreuve des Dalgona, les candidats ils ont un bonbon et une aiguille, mais ça veut pas dire que c'est en utilisant l'aiguille que tu vas réussir. Et ça, Ji-hoon, il l'a bien compris. D'ailleurs, c'est aussi lui qui, par exemple, pense à garder une bille de l'épreuve précédente au cas où, ce qui va effectivement servir dans l'épreuve des vitres. Enfin voilà, faut toujours jouer avec les frontières des règles et être plus malin que les autres. La règle disait qu'on pouvait obtenir Faut carotte le les billes de son système. adversaire en jouant à n'importe quel jeu, pourvu qu'on n'ait pas recours à la violence. À aucun moment je n'ai utilisé la violence. Sans oublier bien sûr l'importance du facteur chance dans cette course, qui est inévitable et au cœur même de l'aventure Squid Game. Bref, hâte de voir la saison 2 donc, j'espère que ce petit épisode vous a plu, n'hésitez pas à Ouah. me mettre un petit commentaire si c'est le Ça cas. m'a fait fumer Et de le mon cerveau, côté, je remercie encore Oli de m'avoir accompagné aujourd'hui, il propose vraiment un produit que j'affectionne, donc si vous avez jamais goûté, je vous encourage à... Je pense qu'on n'a pas forcément regardé la vidéo la plus facile en vrai de ce créateur. Mais parce que franchement très complexe. Hein. Quand il dit j'ai galéré à écrire la vidéo, je le crois. Hein. Je le crois. C'est un sujet vraiment pas facile. Mais j'ai compris comment il l'a amené et tout. Donc c'est bien fait. Mais waouh, c'est vrai que c'est... Ouf. Enfin, faut s'accrocher, hein. C'est des maths, hein. C'est des maths. Bon après c'était pas non plus des maths ultra compliquées. Mais je trouve que en fait ça repose sur pas mal de postulats. Et le problème c'est que c'est tellement plus complexe que je me demande à quel point la vidéo est tronquée, biaisée quoi. C'est-à-dire que je me demande si au final, bon, c'est pas... comment dire ? Ouais, c'est bien la stratégie du donnant-donnant, mais quand t'as plein de gens, que t'en as que tu sais que tu peux faire confiance peut-être, d'autres que tu ne sais pas, quid par exemple de celui qui va faire que donner, qui va que coopérer, et puis qui, au dernier moment, va trahir. Parce que ça, c'est plutôt la... Voilà, c'est des stratégies qui ont lieu aussi. Et là, le donnant-donnant, bah t'es carotte. Parce que là, s'il te trahit une fois, ça peut être la fois de trop. Donc du coup, ouais, je sais pas trop, hein. Je sais pas trop, voilà. Je sais pas dans quelle mesure ça s'applique, même si je comprends évidemment la démarche. Je vous le rappelle, c'était Gotabor. En attendant, le montage était très très bon. Et j'ai vraiment bien aimé son montage. Je trouve que c'était clair, concis. Voilà, moi j'ai compris. Voilà, il fallait réfléchir, mais j'ai compris. Donc je suis content, moi. Moi, je suis content. Effectivement, c'est ce concept qui se répand de plus en plus. Mais c'est ça aussi qui est intéressant.
c'est que mine de rien, ce truc de la coopération, c'est quand même le plus rentable, parce que même dans le dilemme du prisonnier, en réalité, statistiquement parlant, t'as intérêt à trahir, mais en réalité, rationnellement le plus intelligent est de coopérer. Donc voilà, moi je sais pas, mais c'est un truc que je pense aussi que finalement, je veux dire, pour moi, l'égoïsme, c'est quelque chose qui se crée avec le temps chez des gens qui ont été qui ont vécu des traumas de trahison, qui ont un énorme, qui ont eu des parents qui visiblement ne les ont pas assez valorisés. Enfin, après, je fais de la psychologie de comptoir, hein, voilà. Ne vous sentez pas visé, hein, mais je ne sais pas. Hein. Mais je veux dire, je pense que c'est des gens qui ont vécu des choses qui les amènent à être énormément égoïstes. Après, il y en a qui sont, c'est vrai, aussi un peu naturellement égoïstes. On est tous plus ou moins égoïstes. Mais je pense que vraiment, l'égoïsme, c'est plus une plaie qu'un véritable bénéfice. Parce que de toute façon, la personne qui est égoïste, vous l'avez bien vu, la majorité des gens, en réalité, ils vont pas être juste gentils et être coopératifs, quoi qu'il arrive. La plupart des gens, tu leur fais le coup, même les plus bêtes, tu leur fais le coup 10 fois, la 11e fois, ils vont commencer à se dire qu'en fait, on se fout de leur gueule, quoi. Et je pense que ça, c'est un truc que les égoïstes ont un peu du mal à d'ailleurs comprendre, c'est les limites de la charité. Et c'est pour ça que pour moi, voilà, l'égoïsme, toutes les crises successives de l'humanité qui sont arrivées aujourd'hui, qui arrivent encore aujourd'hui, mais qui sont arrivées par le passé, eh bien, c'est toujours en fait ces égoïstes qui arrivent à un stade où ils ont trop d'influence sur la société, et donc la société en fait s'adapte pour les retrouver, les isoler, voire les expulser, voire les tuer en fonction des cas. Pas que j'appelle au meurtre, attention. Hein. Non, d'accord. Je pense que c'est très important. Moi, je suis contre la peine de mort, tout ça. Hein, ça ne règle pas les problèmes. Mais je pense que c'est intéressant de voir qu'en fait, au final, c'est ceux qui coopèrent en fait, qui font vraiment avancer l'humanité. C'est vraiment eux qui vont faire en sorte que l'humanité survive. Et en fait, les égoïstes, ils vont ralentir l'humanité, mais pour la plupart, ce n'est même pas volontaire en fait, c'est je veux dire un problème qu'ils ont depuis qu'ils sont jeunes, et qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de leur empêcher de nuire en fait. C'est juste ça que tu peux faire, parce que bon bah voilà, hein, on ne choisit pas sa famille, on choisit pas ses amis, j'allais dire, mais déjà on choisit un peu plus ses amis, mais pas toujours. Donc bon bref, mes vidéos très intéressantes comme d'habitude.